That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez regarder cette nouvelle vidéo, cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je reçois, vous le connaissez, c'est un habitué de la chaîne, Romain Dasnois, alias MacGuffin Maker. MacGuffin Maker, c'est le nom de sa chaîne YouTube. On va en parler d'ici quelques secondes. Il était venu il y a quelques semaines pour nous parler d'un compositeur américain, enfin argentin, mais qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, qui s'appelait Lalo Schifrin. Et il était prévu de faire quelques jours après une émission sur ce compositeur japonais qui est décédé le 28 mars 2023. Il avait 71 ans, Ryuichi, si je le prononce bien, Sakamoto, Ryuichi Sakamoto. Alors, quand on entend Sakamoto, on pense à deux ou trois petites choses, mais il était important avec Romain d'approfondir ces petites choses, voire même faire des déclinaisons, des digressions. Donc, je suis très content qu'il ait accepté de revenir pour nous parler donc de Sakamoto. Je suis assez content. Et avant de savoir s'il va bien, je tiens à préciser une chose. Romain, je le dis tout à chaque fois qu'il est là, mais c'est important. Il est écrivain, compositeur et surtout, il produit, organise des concerts symphoniques autour de la pop culture. Je pense que je ne me suis pas trompé sur l'intitulé. Et puis surtout, il a donc cette chaîne, enfin surtout et en parallèle, il a une chaîne YouTube qui s'appelle MacGuffin Maker. Et récemment, il a publié une vidéo qui, je m'avance, est très importante pour lui, de par de ce que ça dit, mais aussi dans le processus de fabrication. La vidéo s'appelle « La mécanique prométhéenne du prestige ». Dans le descriptif de cette vidéo, il y aura un lien qui renvoie directement à l'émission. Et je vous invite à aller voir ce documentaire, on peut appeler ça comme ça, qui est vraiment juste magnifique. Et je suis très content en tout cas qu'il l'ait fait, parce qu'il en parlait un peu. Il en parlait souvent via certains posts et il a été jusqu'au bout, donc je suis assez content. Comment vas-tu, Romain? Merci beaucoup pour ta présentation, encore une fois. Je vais bien, voilà, merci en ce bon matin, là, parce que là, on est le matin, pour parler de Sakamoto. Merci pour ta présentation. Et oui, voilà. Alors, tu as dit que j'étais compositeur. Je suis un compositeur du dimanche, comme j'aime à le dire. C'est quand j'ai un peu le temps, je compose. Tu as fait quand même des albums. Tu as quand même fait des albums. Ah non. Oui, bon, on va pas rentrer dans. Non, j'ai compilé des compositions dans un album, histoire de retrouver ça facilement. Mais voilà, quand j'ai un peu le temps le dimanche, je me mets à composer, donc je suis un compositeur du dimanche et fier de l'être. Voilà. Mais oui, en plus, voilà, c'est un Stakhanovitch du travail, comme on se disait en hors caméra. On va prolonger ce qu'on se disait hors caméra, parce que je pense que ça peut être une belle entrée en la matière. Je demandais à Romain si Sakamoto était son compositeur préféré. Oui. Il a commencé à avoir il a eu un début de réponse qui est assez intéressant et qui peut-être. Toujours les réponses, ça sont jamais simples. Ouais. Oui, mais je pense que ce début de réponse dit déjà de ton rapport avec ce compositeur. Oui, donc, complètement. Donc, voilà. Oui, complètement. Oui, est-ce que Sakamoto est mon compositeur préféré? Je te disais oui, si on en reste à la rhétorique, on va dire que c'est mon compositeur préféré, même si c'est toujours plus compliqué que ça, parce que ça dépend des compositeurs que j'aime, il y en a plein et je ne vais pas les hiérarchiser, donc ce petit jeu est jamais, c'est jamais très constructif. Par contre, effectivement, je te disais, Sakamoto, ça va au-delà de la notion de compositeur, la notion même de musique. Sakamoto, et je prenais la comparaison facile, mais qui est facile dans le sens où tout le monde le connaît et tout le monde a dans l'oreille donc un autre compositeur qui s'appelle John Williams, qui pour le coup un immense compositeur, qui est l'un de mes compositeurs préférés sans problème. Mais John Williams, au-delà de la musique, je connais pas réellement sa vie, je connais sa vie professionnelle, mais je connais pas vraiment ses opinions politiques, je connais pas vraiment son opinion sur son opinion, je n'ai pas accès à sa pensée philosophique, à sa pensée sociale, à sa pensée écologique. Voilà, tout ça, non. Alors que Sakamoto, oui, c'est quelqu'un qui a été très actif sur pas mal de pans, on va dire, intellectuels, dans le champ intellectuel, pas seulement la musique. Donc, la philosophie, l'art en général, puisqu'il a beaucoup travaillé sur des installations, dans des expositions avec d'autres artistes, où il a amené évidemment la dimension son-image, son-musique, mais pas seulement, également avec l'image, également avec le côté sensoriel,
et également le côté plus intellectuel, notamment parce que ça c'était l'un des sujets qui lui tenait le plus à cœur au niveau de l'écologie. C'était un grand militant anti-nucléaire. Et notamment avec la catastrophe de Fukushima en 2011, c'est quelque chose qui a été, les antinucléaires au Japon qui ont toujours été, qui n'ont jamais été très entendus. C'est vrai qu'après cette catastrophe, ils l'ont été beaucoup plus et c'est devenu quasiment central dans la démarche de beaucoup d'artistes militants, dont Sakamoto. Donc je dirais que Sakamoto, oui, on va dire que c'est mon compositeur préféré, mais aussi parce que la personne est très inspirante de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a pu faire. Et par exemple, de refuser des grands films à Hollywood, parce qu'il a fait des films à Hollywood, il a été très demandé à un moment donné, mais il y a un moment donné où il a refusé pour faire ce qu'il avait envie vraiment de faire. Donc c'est quelqu'un qui s'est dédié à son art. Est-ce qu'on peut dire ça de John Williams? Encore une fois, j'ai pris John Williams également dans la vidéo de Chiffrine. C'est ma rhétorique à moi. J'utilise pas John Williams pour lui taper dessus, c'est un de mes compositeurs préférés. Mais comme tout le monde le connaît, c'est bien de prendre ce repère et de se dire, OK, John Williams, il accepte des films, des grands films, il compose très bien, mais est-ce qu'au-delà, il y a un côté militant? Non, pas forcément. D'ailleurs, c'est pas le plus important. Enfin, c'est pas forcément le plus important. C'est pas ce qu'on lui demande. Donc, c'est pas un procès qu'on peut lui faire. Mais en comparaison, quelqu'un d'extrême comme Sakamoto qui va refuser des grands films et qui va accepter des petits documentaires pour faire une musique toute minimaliste, on se dit, est-ce qu'il fait quelque chose d'important pour la musique à ce moment-là? Souvent, non. Mais toute la démarche qu'il y a derrière, qui peut être lourde de sens, elle a une valeur, et cette valeur, elle est au-delà de la musique. Et c'est un élément important dans la carrière de Sakamoto, pour comprendre à quel point il peut être important pour certaines personnes, et c'est mon cas. Donc, pour revenir sur cette grande rhétorique qu'il ne faut pas prendre du coup au premier degré, on va dire que oui, Sakamoto est mon compositeur préféré. Une petite question un peu, très indiscrète et en même temps, mais qui reste toujours dans ce milieu artistique. Est-ce que la démarche, tu as utilisé ce mot-là, la démarche de Sakamoto, est-ce qu'on peut dire qu'elle est un élément, qu'elle t'inspire aussi dans ta propre démarche? Je disais que tu produisais des concerts symphoniques autour de Oui. la pop culture. Est-ce que on peut y trouver des connexions? Oui, pas que symphonique, hein, on fait des récitals piano, il y a Oui. des formules assez variées. Oui, parce que Sakamoto, en fait, souvent les compositeurs ont une démarche qui va vers on va dire, le symphonique. Il y a toujours un moment donné où un compositeur qui vient de la pop, hein, ils ne viennent pas tous de la pop, mais quand ils viennent de la pop, même s'ils ont fait des grandes écoles de musique, ce qui est le cas de Sakamoto, qui a même fait la plus grande école d'art de Tokyo, ils vont généralement vers le symphonique et puis ils cherchent à trouver une forme de respectabilité et atteindre les répertoires pour être dans le Hall of Fame des compositeurs de concerts, de salles de concert, des philharmonies, vous voyez, des auditoriums, de ce genre de choses. C'est le cas par exemple de Vangelis. Vangelis qui vient de la pop, il a, sur la fin de sa carrière et sur la fin de sa vie, cherché à atteindre les salles de concert, la respectabilité, avoir des musiques symphoniques qui rentrent dans le répertoire des grands orchestres. C'est le cas de Danny Elfman qui vient de la pop, qui a composé un concerto pour violon ou de violoncelle également, qui a été joué d'ailleurs à Paris en première concerto pour violoncelle avec l'orchestre de Radio France. Donc quelqu'un comme Danny Elfman qui n'a pas fait d'école de musique, qui vient vraiment de la pop pure et dure, qui travaille avec des orchestrateurs au début de sa carrière pour justement pouvoir aborder cet aspect-là de sa carrière musicale. Quand il se retrouve 40 ans plus tard à faire l'orchestre de Radio France avec son concerto pour violoncelle qu'il a lui-même écrit, orchestré, etc. C'est la ligne de vie professionnelle des musiciens, des compositeurs, d'aller dans cette direction-là. Sakamoto, il a fait complètement l'inverse. On a l'impression qu'il a fait complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'il a commencé dans le milieu pop électro, qui était très contextuel à l'époque dans la musique commerciale mondiale et notamment japonaise. Il est arrivé assez
assez naturellement vers l'orchestre, même s'il il n'a jamais que fait l'orchestre. Il a toujours fait des albums pop, jazz, enfin jazzy et assez, enfin toujours très éclectique d'ailleurs. Vous pouvez jamais coller une étiquette sur un album. Mais l'orchestre est jamais quelque chose qu'il a toujours, enfin cherché à toujours à chercher à développer pour atteindre les salles de concert et être, comme je disais, dans ce répertoire très classique que tous les compositeurs cherchent à atteindre pour leur postérité. Donc aujourd'hui, si vous cherchez des partitions dans le milieu, les partitions peuvent se louer. Donc si vous voulez monter un orchestre pour jouer les grands morceaux du XXe siècle, dans le répertoire, vous allez trouver, vous allez trouver le concerto pour violon de Benny Elfman, les concertos également qu'a pu écrire John Williams, etc., etc. Sakamoto, vous n'allez pas trouver grand-chose parce qu'il s'est pas battu pour ça. Par contre, sur les dernières années de sa vie, il a fait des albums électroniques ultra minimalistes, très difficiles d'accès pour le coup, ou alors son dernier album piano paru posthume, où il retire des notes, c'est-à-dire qu'il déconstruit littéralement sa musique au fur et à mesure de sa carrière. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une singularité qu'on a du mal à retrouver ailleurs. Et cette singularité fait de ce compositeur quelqu'un de réellement unique en un certain sens, puisqu'il déjoue un petit peu tous les pronostics. Quand il a l'Oscar avec Le Dernier Empereur, qui est une partition formidable du film de Bertolucci, on se dit qu'il va atteindre les plus grandes marches du symphonisme dans la musique de film, et en fait pas du tout. Il continue de déconstruire sa carrière, et à l'orée des années 2000, il sort un album piano qu'il appelle Back to the Basics, donc le retour aux fondamentaux. Et il entame, on va dire, la deuxième partie de sa vie et de sa carrière, où il ne fait que déconstruire sa musique jusqu'à la fin, où sur son dernier album, on entend presque plus sa respiration de personnes en phase terminale de cancer que le piano lui-même. Et ça veut tout dire dans sa carrière. C'est cette ligne de vie de compositeur et de musicien. Sakamoto est vraiment extraordinaire, dans le sens où elle prend une direction totalement à l'opposé de ce que communément on aurait pu attendre. Cette déconstruction que tu évoques, sans vouloir faire de la psychologie de bazar, mais pour essayer d'aller plus loin dans l'élément factuel, donc dans sa biographie, cette déconstruction que tu évoques, est-ce qu'on peut tenter de la comprendre en s'intéressant à son enfance, son adolescence? Pas forcément, mais en tout cas, c'est quelqu'un, quand il a fait ses études, lui, il voulait être ethnomusicologue. Voilà, s'il voulait être chercheur en musique. Et chercheur en musique, ethnomusicologue, bon, voilà, c'est étudier les musiques du monde entier, et pas seulement la musique tonale, quoi, la musique européenne, classique, même s'il la connaît très bien, hein, c'est un passionné de l'histoire de la musique au sens large. Donc d'ailleurs, au Japon, Sakamoto est très respecté, et il a fait beaucoup d'émissions, il a ce côté pédagogue. Sakamoto, c'est le professeur au Japon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a quand même tout ce côté, comment dire, pédagogue, qui est également très prégnant et très fort avec le catalogue, le répertoire de musique classique occidentale tonale. Mais tout le pan de sa carrière de recherche en ethnomusique, en musique du monde, on va dire. C'est un terme un peu cliché, qui limite un petit peu le champ quand on s'y intéresse. Mais voilà, la musique du monde, ça, c'est dès le début de ses études, il part dans cette direction. Et dès ses premières compositions, des choses qu'il faisait quand il avait même pas 20 ans, et après les premiers albums sur lesquels il travaille, c'est une profusion d'influences. On a la musique traditionnelle japonaise, mais pas forcément la musique traditionnelle japonaise telle que tout le monde peut se le figurer. On a, par exemple, il a beaucoup développé la musique, enfin, il a beaucoup recherché, il a beaucoup travaillé autour des musiques d'Okinawa, qui sont les îles du sud du Japon, et qui ont une culture vraiment à part du Japon central, on va dire. Et les musiques africaines, beaucoup les musiques indiennes. Il faut savoir que les musiques en Afrique ou en Inde
on a un système musical qui est différent de la musique occidentale. Donc, les instruments vont avoir des fréquences et des gammes qui sont différentes de la musique occidentale, avec la gamme tempérée, etc. Donc tout ça, ça offre une certaine richesse musicale qui plaise voilà, aux jeunes notamment des années 70, où il y a un bouillon culturel musical qui est très fort partout dans le monde. Et Sakamoto, il est dedans, ça va devenir l'un des représentants les plus importants, effectivement, de cette pluralité, qu'il ne lâche pas jusqu'au bout de sa carrière. Alors, ça c'est intéressant, la transition est très intéressante. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, replacer plutôt le contexte musical des années 70 au Japon, dans Oui. le contexte dans lequel commence à émerger Sakamoto, et je pense qu'on va parler donc du Yellow Magic Orchestra. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était quoi au Japon? C'est un sujet passionnant, l'ouverture culturelle du Japon, déjà de manière générale, parce que le Japon est un pays enfermé, voilà, à l'ère notamment du shogunat, et puis au milieu, fin du 19e siècle, le Japon s'ouvre, est même forcé de s'ouvrir. Voilà, donc par exemple, on a les premiers échanges culturels franco-japonais il y a 160 ans, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait un anniversaire à une époque, quand dans mon autre vie professionnelle de l'événementiel, on avait fêté les 150 ans des relations France-Japon culturelles. Voilà, donc c'est à peu près à cette époque-là, au milieu, fin du 19e siècle, on a cette ouverture culturelle du Japon, et on a les instruments occidentaux qui sont arrivés au Japon, notamment tout ce qui était cuivre et percussion, et tout de suite ça a intégré les parades militaires, par exemple, japonaises, voilà. Donc c'est arrivé comme ça, et c'est important à expliquer, parce qu'il faut bien comprendre qu'avant le 19e siècle, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de trompette, enfin tout ça n'existe pas au Japon. C'est vraiment une culture occidentale, et d'ailleurs native européenne, la musique classique, avec les instruments classiques que l'on connaît, etc. Ça, c'est important de bien le comprendre. C'est quelque chose de très neuf et très nouveau au Japon. Évidemment, quand Sakamoto naît et tous ses compositeurs naissent, c'est déjà extrêmement bien implanté au Japon. Effectivement, au XXe siècle, le Japon, et notamment, pas seulement, mais notamment après la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'ouvre d'autant plus à la culture occidentale, et la culture occidentale s'ouvre à la culture asiatique et notamment japonaise. Donc côté cinéma, on a tous les Mizoguchi, les Kurosawa qui atteignent les festivals de cinéma, etc. Donc il y a ce bouillon culturel et d'interconnexion entre les cultures qui est très importante. Et voilà, Sakamoto, il naît en 1950. Il est 50 ou 51, je sais pas exactement ou 52. Bon, je suis désolé. 52, là, pour le coup, je pense que c'est... Voilà, 52, excusez-moi. J'ai pas appris par cœur sa fiche Wikipédia avant d'ouvrir on t'excusera le pour live. l'erreur au niveau des dates. Et donc au début des années 50, au Japon, le jazz américain est extrêmement populaire. La bossa nova aussi, enfin la bossa nova, la musique latine. Je ne sais pas si officiellement la bossa nova existe déjà dans les années 50, mais tout ça, c'est très 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 populaire au Japon. Les clubs de jazz à Tokyo aujourd'hui, je crois que c'est la ville où on trouve le plus de clubs de jazz, par exemple, au monde. Donc c'est extrêmement populaire. Ça s'imprègne évidemment de tous les compositeurs qui apprennent la musique au Japon, où la case jazz est extrêmement importante. On a des compositeurs qui sont je crois que c'est Akutagawa qui est un compositeur, ou peut-être le compositeur de Akira Ifukube, également compositeur de Godzilla. En tout cas, voilà, c'est des compositeurs qui ont des liens également avec l'Occident. Je crois que c'est Akutagawa, donc Yasushi Akutagawa, si je me trompe pas, je dis tout ça de tête, je suis désolé, mais qui était ami avec Shostakovich. Bon, voilà, c'est des choses qu'il faut, encore une fois, fact-checker de votre côté, mais en tout cas, il y a une vraie interpénétration de la culture, notamment musicale, de tout des compositeurs japonais, beaucoup vers l'Occident et beaucoup vers le jazz. Et on en arrive à des gens comme Masaru Sato qui fait cette partition très célèbre du film Yojimbo, qui est très célèbre puisque Yojimbo est plagié un petit peu plus tard par Kurosawa. Par Kurosawa, je dis n'importe quoi. C'est un film de Kurosawa par Sergio Leone. Et on a Ennio Morricone qui fait une partition qui est extraordinaire, mais qui est un petit peu quand même influencé par Masaru Sato, qui lui-même est influencé par la culture européenne et américaine avec la musique classique et le jazz. Et tout ça, ça fait un cercle, ça revient. Donc, en fait, c'est vraiment une interconnexion, une inter-influence
des cultures. Et Sakamoto, il naît voilà, en 1952, il étudie la musique dans les années 60, il apprend le piano à partir de l'âge de 6 ans, je crois, donc c'est quelqu'un qui baigne dans cette influence qui est d'autant plus forte au Japon, parce que l'influence occidentale est plus forte au Japon que l'influence japonaise en Occident, et ça fait encore une fois, hein, ce bouillon culturel qu'on n'imagine même pas chez nous de ce qui peut se passer là-bas. Et les ados et les jeunes adultes de la génération de Sakamoto en arrivent à faire à développer une richesse musicale qui est absolument... Enfin, c'est même délirant, quoi. Il faut vraiment écouter les albums de cette époque, notamment du début des années 70, où on a des albums chantés en japonais, où ça mélange le funk, la bossa nova, le jazz, la pop, bien sûr, extrêmement imprégné des Beatles et de toute cette vague de pop anglaise. C'est vraiment au niveau de l'éclectisme, on a une créativité extraordinaire, incroyable, et on a effectivement, en l'occurrence, Sakamoto qui est demandé en tant que musicien claviériste. Et lui, comme il s'intéresse à la musique ethnique du monde entier, à l'Université des Arts de Tokyo, il a également accès à pas mal de matériel, et notamment les premiers synthétiseurs de l'époque. Et il faut savoir que très vite, alors les constructeurs américains sont dominants à l'époque, hein, on parle notamment des synthétiseurs Moog, et ça influence beaucoup l'industrie florissante au Japon, et notamment dans les nouvelles technologies. Et on a le constructeur Yamaha, qui est très célèbre, qui fait également des motos, ailleurs, qui rapidement devient comment dire, central et dominant avec des modèles de synthétiseurs qu'on entendra partout dans les années 70-80 au niveau mondial. Sakamoto utilise beaucoup un modèle que tout le monde utilise par ailleurs, qu'on entend dans Blade Runner, hein, je parlais de Vangelis un peu plus tôt, qui lui-même vient totalement de cette culture-là, de la musique électronique. Donc Sakamoto, il maîtrise très vite ces instruments-là, donc il est demandé comme musicien de studio, et il baigne là-dedans, dans des projets musicaux qui ont parfois ni queue ni tête. Il faut écouter les albums de l'époque, c'est vraiment extraordinaire. La créativité, elles sont presque à son paroxysme à ce moment-là. C'est-à-dire que après, ça baisse après les années 70, littéralement. Mais c'est vrai que ça partait dans toutes les directions et qu'après, ça s'est un petit peu assagi, ce qui est normal. Mais le bouillon culturel musical au Japon, on va dire dans la place de Tokyo, pour être un peu schématique, dans les années 70, je ne sais pas s'il y a beaucoup de place au niveau mondial. Dans d'autres circonstances, évidemment, Paris dans les années 30-40 était un bouillon culturel extraordinaire, mais là, dans cette musique moderne qui va devenir ce qu'elle va devenir, c'est-à-dire toutes les influences, et construire la musique telle qu'elle existe aujourd'hui en 2025, ça a une place extraordinairement importante dans l'influence que ça aura au moment où ça se joue voilà, au Japon dans les années 70. Et son rapport au Yellow Magic Orchestra, il est de quel ordre exactement? Alors, effectivement, donc là, on est dans les années 70, on a ce bouillon culturel. Quand on écoute les albums, on est plus sur du folk, pop, avec du funk, avec voilà, des éléments jazzy, bossa nova, des rythmes un peu latins, etc. Donc on est sur quelque chose qui est quand même assez identifié musique occidentale. On a ces compositeurs quand même qui amènent des instruments japonais, donc qui gardent quand même leur identité quelque part. Voilà. Et donc l'histoire du Yellow Magic Orchestra, qui est donc le groupe qui a fait connaître Sakamoto au monde entier. En fait, Sakamoto, dans le milieu japonais, il y a des compositeurs, des compositeurs, c'est des artistes, des chanteurs, souvent c'est des chanteurs, et il y a un artiste qui commence à bien tourner, à bien faire parler de lui, qui s'appelle Haruomi Hosono, qui est l'aîné de Sakamoto de quelques années. Et Hosono, il fait déjà quelques albums où il va travailler. Alors il a même un groupe au début des années 70 qui fait un peu parler de lui. Donc on est sur
on est sur une grosse influence américaine, on est sur du folk, pop, voilà, américano-anglais. Enfin, on est quand même sur quelque chose qui est plus de l'ordre de l'imitation que de la vraie création, même si c'est des compositions originales, et puis qu'il y a vraiment des choses bonnes. Et sur l'un de ses albums, il appelle Sakamoto au clavier. Voilà, c'est un métier, on est musicien de studio. Et il appelle un autre musicien avec lequel Hosono a étudié la musique, qui s'appelle Takahashi, tout simplement. Et je dis tout simplement, pardon, ça paraît évident, mais il faut que je l'explique. Et ensuite, un peu plus tard, Hosono, Takahashi et Sakamoto formeront ce groupe du Yellow Magic Orchestra. Mais sur le premier album sur lequel Hosono les appelle, Hosono, c'est son album à lui, c'est lui le producteur, c'est lui le chanteur, c'est lui l'artiste que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, l'album, il crédite tous les musiciens qu'il appelle, pas seulement Takahashi et Sakamoto, il appelle tous les musiciens, il donne un nom à cette formation, il appelle ça le Yellow Magic Band, si je ne me trompe pas. Et Sakamoto, de mémoire, il travaille sur 2 ou 3 pistes, hein, pas plus. Et sur un autre album, il y a un morceau qui s'appelle Cosmic Surfing, donc faire du surf dans le cosmos, qui est un morceau emblématique du Yellow Magic Orchestra, composé par Hosono, mais qui en fait est un morceau qui avait connu une version préliminaire sur des albums avant Yellow Magic Orchestra. Donc tout ça, ça se croise, ça s'influence, ça se construit comme ça, et j'imagine qu'il y avait une certaine alchimie qui fonctionnait bien. Donc les trois comparses décident de lancer cette aventure du Yellow Magic Orchestra. En réalité, il y a une 4e personne derrière qu'on appelle le 4e membre, voilà, qui est pas très, qui est moins, qui est pas mis en avant, voilà, mais il y a quand même tout un écosystème derrière. Et ça donne ce premier album, Yellow Magic Orchestra, hein, c'est le nom de l'album en fait, qui est une profusion d'influences, mais qui prend également en compte, et c'est un peu la nouveauté, la grosse influence majeure du moment dans la musique commerciale mondiale, qui est Kraftwerk, groupe mythique allemand de musique électronique. Mais là où Kraftwerk fait quelque chose de très nouveau, c'est que leur musique est très, et pour le coup, est encore plus moderne que ce qu'était la musique électronique jusqu'ici. On a des musiques, des compositions qui peuvent être très longues, qui peuvent être très minimalistes, avec des sons qui peuvent être considérés comme assez froids. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la pop électronique funky que va faire en partie Yellow Magic Orchestra. On est sur quelque chose de beaucoup plus, on dit souvent musique industrielle, musique un peu l'image qu'on a des Allemands, si je puis dire, mais qui est également construit culturellement par l'apport musical de ce genre de groupe, hein, Kraftwerk. Quand on écoute la musique, elle est vraiment très minimaliste, elle est un petit peu froide, ça manque de rythme syncopé, on n'est pas dans le jazz, voilà, c'est en cela qu'on va dire que la musique est froide. Et donc il y a toutes ces influences-là qui arrivent, les premières compositions de Hosono et de ce bouillon culturel japonais qui intègre le jazz, la bossa nova, la funk, les Beatles, enfin tout à la fois, et la musique électronique, et les capacités extraordinaires de Sakamoto au clavier. C'est un grand claviériste, c'est un grand pianiste, Sakamoto. C'est quelqu'un qui a étudié le piano et qui, toute sa vie, va montrer des capacités avec cet instrument qui est un peu au-delà de certains autres compositeurs. C'est un vrai bon claviériste. Et on en arrive avec cet album Yellow Magic Orchestra, qui est un ovni absolu, qui a des chansons, qui a des compositions instrumentales, où on entend des instruments et des modes japonais de composition, donc on entend vraiment l'influence japonaise, et c'est un album qui va cartonner partout dans le monde, et à tel point qu'ils vont signer avec Virgin, qui est un des grands labels internationaux. Et l'album sera disponible partout. Le groupe va faire des tournées un peu partout dans le monde, y compris en France, à Paris, aux États-Unis, à New York. Ils vont faire des plateaux télé aux États-Unis. Donc à ce moment-là, effectivement, ce point de rencontre qui se cristallise en un point très symbolique, mais pas juste symbolique, puisque commercialement, c'est un grand succès. Cet album, Yellow Magic Orchestra en 1978, est une pierre blanche absolue, puisque de là va découler beaucoup d'autres influences
qui vont construire l'identité musicale japonaise des décennies à venir. Tu veux dire que l'influence du Yellow Magic Orchestra, est-ce que cette influence, elle est toujours tenace aujourd'hui dans la techno, dans la musique, dans la pop japonaise, dans la K-pop aussi? Est-ce qu'il y a de cela? Ouais, parce que, alors, les jeunes d'aujourd'hui qui ont 20 ans, qui écoutent la musique d'aujourd'hui à l'âge qu'ils ont, que ce soit au Japon ou ailleurs, connaissent pas forcément Yellow Magic Orchestra. Au Japon, tout le monde connaît, même si ils sont pas forcément fans, hein, c'est pas du tout ce qu'on dit, hein. Les jeunes de 20 ans, peut-être que ça les saoule d'écouter la musique de leur daron, mais tout le monde connaît. Bah, c'est sûr que tout le monde connaît. Et puis Sakamoto, il est décédé il y a 2 ans, mais c'est quelqu'un d'extrêmement important au Japon. Tout le monde connaissait son nom, ses albums étaient des événements, il était parmi les premières ventes à chaque album, etc., y compris des albums très difficiles d'accès. Il y a un grand attachement pour Sakamoto chez les Japonais aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a eu un impact quand même extrêmement, sans forcément s'en rendre compte, important sur la population japonaise, si je puis dire. Et effectivement, Yellow Magic Orchestra amène quelque chose de très de bien différent d'un Kraftwerk. C'est tout le côté pop, très coloré, presque parodique à certains moments. C'est des gens qui se prennent pas au sérieux, ils ont des costumes délirants. On est sur et puis il peut y avoir des morceaux pour le coup très parfois très froids, très posés. On a une versatilité qui est assez importante dans tout ce que fait Yellow Magic Orchestra, mais quand même la partie pop, la partie qui va devenir, enfin les morceaux qui vont devenir des hits au Japon, et pas seulement au Japon, mais vraiment au Japon, va structurer on va dire va structurer commercialement ce que les Japonais aiment écouter. Donc il y a d'autres groupes, hein, il n'y a pas que les Yellow Magic Orchestra, mais ils sont largement dominants, ils sont très largement écoutés, ils remplissent le Budokan au Japon, ils remplissent le Stade de France au Japon, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent en touchant la jeunesse, hein, parce que c'est cet aspect-là aussi qui est extrêmement important, et les artistes, les labels, le public va prendre cette forme de musique, ce formatage, si je puis dire, très pop, et ça va se développer. Ça va commencer à se développer avec des groupes pop rock au Japon avant le Yellow Magic Orchestra. Et tout ça, ça va donner après ce qu'on appelle la J-pop, la pop japonaise, mais qui prend vraiment cette identité fortement développée par Yellow Magic Orchestra, qui influence très directement et très fortement tout ce petit monde. Et après, effectivement, la musique, la J-pop, la musique commerciale japonaise est très importante, fonctionne très très fort en Corée, qui a sa propre histoire, hein, de musique populaire, etc. Donc ça, encore une fois, ça s'influence. Mais clairement, aujourd'hui, la K-pop, qui est extrêmement populaire partout dans le monde, doit énormément à la J-pop, donc son pendant japonais, parce que la Corée est beaucoup plus pauvre dans ces années-là. Donc la musique commerciale japonaise arrive assez massivement quand même en Corée du Sud, dans les radios, etc. Et d'ailleurs, beaucoup d'artistes coréens sont produits par des producteurs japonais. Voilà. Donc c'est une autre histoire. Mais oui, effectivement, cette influence, elle va jusque-là, et aujourd'hui, elle est prégnante. Et il y a plein d'artistes japonais et même coréens. Moi, je travaille avec des artistes coréens assez régulièrement. Je travaille avec un pianiste coréen qui est très célèbre, qui est le pianiste coréen qui vend le plus au monde, qui s'appelle Lee Iluma. C'est un grand passionné de Sakamoto. C'est un de ses compositeurs préférés. Et on a eu des conversations avec lui extraordinaires sur Sakamoto. C'était extrêmement plaisant. Donc oui, c'est quelqu'un qui a atteint jusqu'à aujourd'hui des artistes qui sont aujourd'hui les artistes du moment, même si c'est pas forcément les auditeurs qui ont écouté Sakamoto qui aujourd'hui veulent retrouver la même chose. On voit bien que cette influence de génération en génération. Bon, Sakamoto était pas si vieux, il avait 70 ans, mais quand même, lui, et par le biais de Yellow Magic Orchestra, puisque Hosono et Takashi ont une carrière solo
également à côté du Yellow Magic Orchestra, ont été extrêmement importants dans la construction de la musique japonaise dans les années après 80, 90 et 2000. Tu disais que le premier album du Yellow Magic Orchestra date de 1978, si je me trompe pas. Oui. Et quand on commence à faire des recherches un peu sur Sakamoto pour préparer l'émission, on s'aperçoit que son premier album solo de Sakamoto, qui s'appelle Thousand Knives, moi je ne suis pas très anglophone, date aussi de 78. Donc il y a deux questions qui s'imposent. Deux questions qui s'imposent. La première, c'est quelle était la vision de Sakamoto lorsqu'il fait cet album, ce premier album, et puis surtout, il l'avait en tête depuis un certain temps, j'imagine, même quand il était avec le Yellow Magic Orchestra. Ah bah, sortir un album dans les années 70, c'est le Graal. C'est le Graal. Hein. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais c'est important de bien le souligner, parce que tu sors pas un album comme ça, t'appelles un fabricant, voilà, il faut un label, le label il croit en toi, il faut que ta musique puisse passer à la radio, donc sortir un album, et puis les albums sont conceptuels. C'est aussi une notion qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, même si ça existe toujours. Un album est supposé être, c'est comme un roman. On a une construction, les pistes, leur structure. Voilà, un album a une valeur. Et forcément, pour un compositeur, pour un artiste, notamment jeune dans ces années-là, sortir un album, c'est à la fois un passage obligé, mais c'est aussi une consécration, c'est un premier accomplissement. Donc effectivement, Sakamoto, il sort son premier album en 78, mais c'est dans la lignée des premières rencontres déterminantes qu'il fait. Et sur ce premier album, il y a déjà Sakamoto, il y a déjà Yellow Magic Orchestra dans ce premier album. C'est-à-dire qu'on a Hosono, on a Takahashi, on a ce fameux quatrième membre, Matsutake, qui est un programmeur de synthé, et puis un programmeur de son. C'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes leur son. Hein. C'est pas juste, ils branchent des synthés, ils choisissent une sonorité et puis ils jouent. Il y a une vraie création de sound design, on va dire ça comme ça. Donc cet album Thousand Knives est un album du Yellow Magic Orchestra, si je puis dire. C'est un album de Sakamoto parce qu'il l'a voulu, il l'a produit, il a composé tous les morceaux, mais on est exactement dans cet ADN. Et effectivement, dès le départ, on sent que Yellow Magic Orchestra, c'est pas le projet central de toutes ces personnes-là. Ils ont leur carrière solo dès le départ, en parallèle. Ils font énormément de collaborations à côté. Alors que quand les Beatles font les Beatles, ils font que les Beatles. Eux, c'est pas du tout ça. Ils sont partout où ils peuvent être. C'est encore une fois un bouillon créatif qui tourne. Ça expérimente à tous les niveaux. Et on sent qu'il se passe quelque chose, encore une fois. Et c'est des albums qui sont pas difficiles à trouver, à écouter, hein, dans les plateformes de streaming ou autres. Donc c'est assez instructif, puisque si on suit ce cheminement, si on écoute tous les albums de manière chronologique, vous allez trouver une vraie logique de construction musicale, mais aussi identitaire. On sent qu'il y a des choses qui reviennent, même des sonorités qui reviennent, qui sont transformées, des mélodies, on a l'impression de reconnaître des mélodies, et c'est pas pour rien que même sur l'album posthume de Sakamoto, on trouve des morceaux qui étaient composés à l'époque pour Yellow Magic Orchestra, qui arrangent pour le piano. C'est quelque chose qui le retransforme tout le long de sa carrière, du début jusqu'à la fin. Je suis pas allé vérifier la tracklist, il faudrait voir si sur la tracklist. Thousand Knives, c'est un morceau que Sakamoto a souvent repris au piano, y compris au piano 4 mains tout seul, avec des systèmes les systèmes de disque clavier de Yamaha, on joue sur un piano et ça crée des boucles, donc on peut jouer littéralement à plusieurs mains seul sur un piano programmé Yamaha, donc il l'a fait sur scène. Moi je l'ai vu en concert à Paris où il faisait ça. Thousand Knives, 78, sur son premier album, le morceau existe en version piano, peut-être pas sur le dernier album posthume sorti, mais c'est quelque chose qu'il a retravaillé tout le long de sa vie. Et ça c'est assez intéressant, parce qu'on se dit il y a un projet dès le départ, et que ce projet, 50 ans plus tard,
on en trouve le point final. Et c'est plaisant de se dire qu'il y a un projet, effectivement, et que dès le départ, il a pensé sa musique et qu'il n'a fait qu'affiner sa vision tout le long de sa vie, et que le départ, c'était pas un faux départ. Il y a plein d'artistes, on peut dire que le premier départ est un faux départ. C'est un album que Sakamoto voulait, parce que c'est la direction naturelle de tout artiste, de proposer sa propre vision avec un album qui est construit avec une véritable identité et un véritable concept, parce que les albums, la forme de l'album est quelque chose qui normalement est de l'ordre du concept, on pense les morceaux entre eux, etc., etc. C'est le cas de ce premier album qui s'appelle Thousand Knives. Par ailleurs, on a les gens du Yellow Magic Orchestra qui participent à cet album. Ils sont derrière. Donc c'est aussi, on peut presque dire que c'est un album du Yellow Magic Orchestra. Il aurait très bien pu décider que ça ne soit pas un album de Sakamoto, mais un album du Yellow Magic Orchestra. Donc voilà, mais ça c'est pour la forme, pour expliquer un peu la manière dont ça s'est fait et ça a pu être pensé. Mais ce qui est intéressant, c'est que Thousand Knives, en particulier, donc c'est le nom d'un morceau. Ce morceau, Sakamoto l'a arrangé pour piano, l'a souvent retravaillé. Il l'a retravaillé tout le long de sa carrière. Il en a fait un morceau 4 mains. Il en a fait un morceau au piano solo. C'est intéressant de voir que sur ce premier album, on a une véritable construction dès le départ d'une identité musicale qui ne fera que se transformer au fur et à mesure de la carrière de Sakamoto, où il va construire, déconstruire, transformer, modifier. Il va prendre ce matériau qui est sa musique, son expression à lui, et il va en faire ce qu'il va en faire, mais il va constamment revenir dessus, le remodeler. Et ce morceau Thousand Knives, qui date de 78, on le retrouve sur des albums très, très récents au piano, où il est juste au piano solo, où il va travailler par exemple avec Alva Noto, avec des sonorités électroniques, un compositeur artiste électronique allemand avec lequel il a beaucoup travaillé, où il va transformer, où ils vont faire des compositions originales, où ils vont également, notamment sur scène, transformer des morceaux déjà écrits, existants depuis plusieurs années ou plusieurs décennies de Sakamoto. Donc il y a sans cesse cette construction et cette reconstruction de la musique de Sakamoto que l'on ne peut pas percevoir en 78, mais l'album de 78 est une première pierre, ça n'est pas un faux départ. Après cet album-là, la suite est une suite logique. Et cette suite logique est faite de va-et-vient, de retour en arrière, un peu de vision du futur, évidemment de plein de nouvelles compositions. Mais tout ça, on sent que cette rhétorique de réflexion créative, dès le début de sa carrière dans les années 70, on peut presque dire qu'il y a un projet. Il y a un projet, et ce projet il dure 50 ans, et 50 ans plus tard, Sakamoto malheureusement disparaît, mais on peut faire le lien, on peut faire la jonction entre tous ces éléments-là, ce qui fait que c'est une seule et belle œuvre dans sa globalité, et qu'on peut et que cette œuvre-là, dans cette globalité-là, symboliquement, on peut la mettre dans un album, et c'est le dernier album qui est sorti posthume, qui s'appelle Opus, en plus. Voilà, c'est presque l'opus unique, l'opus ultime de Sakamoto. Et dans cet album-là, on a des reprises de morceaux qui sont parfois très vieux au piano. Voilà, donc ce projet, il commence en 78 symboliquement, puisque il travaille la musique bien avant ça. Il travaille même sur des albums avant. Il y a un album qui sort en 75 qui est assez expérimental avec un autre artiste. Mais voilà, c'est la ligne de vie de Sakamoto en tant que musicien, et 78, avec cet album-là et avec le premier album de Yellow Magic Orchestra, on est sur un départ où tout se joue et où tout découlera de ça plus tard. Enfin voilà, si vous voulez découvrir Sakamoto, il faut commencer par ce départ en 78. Comment il se retrouve à composer la musique du film Merry Christmas, Mr. Lawrence, Furio, de Nagisa Oshima, et surtout à faire partie du casting, à y jouer dans ce film? Alors, Nagisa Oshima, effectivement, il fait ce film
je connais pas bien l'histoire du film en soi. Il y a quand même David Bowie. Il y a un jeune premier qui s'appelle un jeune comédien, acteur japonais qui s'appelle Beat Takeshi. Alors on le connaît sous son nom Takeshi Kitano, mais quand Takeshi Kitano est acteur, on doit dire Beat Takeshi, c'est le comédien. C'est d'ailleurs un humoriste, c'est quelqu'un qui fait des blagues sous la ceinture, c'est pas quelqu'un de très fin très salace, à la télé japonaise, très salace à la télé japonaise, et là il est pris dans un rôle complètement à contre-emploi. Et Nagisa Oshima, c'est un grand provocateur, hein. C'est l'empire des sens, l'empire de la passion, voilà, c'est pas le sujet, mais c'est un très grand provocateur. Et d'ailleurs, il y a un thème sous-jacent dans Merry Christmas, qui est supposément l'homosexualité supposée du personnage joué par Sakamoto, par ailleurs. Donc ça se déroule dans un camp de prisonniers au Japon, durant la Seconde Guerre mondiale. Sakamoto, alors si je me rappelle bien, parce que là, encore une fois, j'ai pas révisé, je n'ai révisé aucune fiche Wikipédia, mais si je me rappelle bien, Oshima cherchait un acteur et il a trouvé des photos de Sakamoto, peut-être dans le cadre de Yellow Magic Orchestra, et qu'il a trouvé beau. Et peut-être ce côté un peu androgyne que cultivaient les artistes de l'époque, y compris David Bowie, hein, mais qui, au final, faisait que Sakamoto était une bonne figure pour jouer dans son film, qui était très jeune, hein, je veux dire, il joue en plus le rôle d'un sergent, enfin, il dirige un camp de prisonniers, mais il est très très jeune, hein, enfin, il paraît très jeune, il a déjà plus de 30 ans, mais il y avait très certainement des gens très jeunes qui dirigeaient des camps de prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai qu'il fait très jeune, il fait pas 30 ans, il fait vraiment... Je crois qu'il a même pas 30 ans, Sakamoto. Le film date de la fin des années 70, je pense. Il faudrait qu'on vérifie, j'ai peut-être me souvenir. Bah, Mais si. Ah non, il est du début des années 80, le film. Si, il a plus de 30 ans à ce moment-là. Enfin, il a plus de 30 ans, il a 30 ans. voilà, en tout cas, il a voisine les 30 ans. Voilà, mais peu importe. Il est dans la trentaine, voilà, au moment du tournage, et au moment où le film il sort, je crois qu'il a plus de 30 ans, même 31 ans. Voilà, j'ai pas fait le calcul spontanément, mais il fait plus jeune, il fait vraiment très jeune. Et puis c'est surtout quelqu'un qui devient une grande star de la musique au Japon. Et on fait appel à lui pour la musique aussi, parce que pour sa renommée, c'est à très 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 gros traits, c'est un peu le Vangelis japonais, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a étudié la musique de manière académique, mais la manière dont il exprime sa musique auprès du public et commercialement, c'est pas une musique académique. Et je pense qu'Oshima, c'est aussi ça qui lui plaît, d'avoir quelque chose qui va sortir vraiment de l'ordinaire dans sa démarche de réalisateur qu'on connaît par ailleurs, qui est une démarche très singulière. Enfin, c'est des films qui sont interdits, il a des procès au Japon, etc. Enfin, c'est un réalisateur qui va vraiment à contresens du commun, voilà, du commun des mortels et du commun des réalisateurs au Japon. Donc faire ce choix d'un compositeur qui compose de la musique électronique pour un film de guerre, ce qui est en soi peut être considéré comme un contresens, et l'avoir en plus de ça acteur parce qu'il est beau, voilà. Et ce qui est intéressant, ce qui est marrant, c'est que Sakamoto, c'est son premier rôle au cinéma, parce qu'il en aura eu d'autres. C'est pas un grand acteur, et il sera jamais c'est pas quelque chose qu'il va cultiver, hein, il va pas chercher à devenir un grand acteur. Mais non seulement c'est son premier rôle au cinéma, mais c'est également sa première musique de film en tant que compositeur. Donc c'est pour lui une première à deux niveaux. C'est une première pour lui, ce film. J'anticipe peut-être ta prochaine question ou réflexion. C'est un grand succès. Il crève l'écran, c'est-à-dire qu'il ne se considère pas comme un grand acteur. D'ailleurs, il dit en plaisantant, souvent il a dit en plaisantant que il essayait de composer une meilleure musique quand il apparaissait à l'écran pour compenser. Voilà. Donc mais c'est un énorme succès, et en plus de ça, le thème qui est interprété par David Sylvian, qui est un chanteur et membre d'un groupe extrêmement populaire à travers le monde, va également jouer sur la popularité du morceau, qui sera joué du coup un peu partout. On a des belles images d'archives qu'on peut retrouver assez facilement, où on voit Sakamoto qui joue au piano le morceau, le main theme, qui dans sa version chantée s'appelle Forbidden Colors, et avec David Bowie sur des plateaux télé, etc. Donc ça fait le tour du monde, ça devient un phénomène.
Et c'est là. Alors, il avait déjà fait le tour du monde avec Yellow Magic Orchestra, mais là, en tant que personne, en tant que Ryuichi Sakamoto, on a une explosion de sa popularité. C'est là où il va commencer à faire des albums qui seront signés par des labels internationaux. Il sera diffusé à la radio, notamment aux États-Unis. Ça va devenir vraiment l'artiste Ryuichi Sakamoto seul, si je puis dire. Il sera jamais tout seul derrière, mais comme tous les autres artistes, mais en son nom, où il va vraiment, sa carrière va exploser à ce moment-là, clairement. Alors, je pense que c'est le bon moment pour, et tu sais que je suis très très friand de la cuisine interne. En 87, il y a Le Dernier Empereur. Il travaille à la composition, enfin il travaille à la musique de ce film. Oui. C'est un succès. Ça pourrait être intéressant peut-être à ce moment-là de nous expliquer la particularité de Sakamoto quand il travaille dans la musique de film. En prenant peut-être comme point de départ Merry Christmas ou alors prolonger avec Le Dernier Oui. Empereur. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Et là, je parle, Ouais. lui en tant que Bah, chercheur de musique, c'est quoi cette particularité? Alors c'est marrant, juste pour l'anecdote, The Last Emperor, il joue également dans le film. Alors il a un rôle beaucoup moins important, mais il est également acteur dans ce film. Alors il a un Oscar pour Le Dernier Empereur. Il n'est pas le seul compositeur. Il y a David Byrne notamment qui compose certaines musiques. Mais il compose les musiques les plus importantes, les plus marquantes. On a Kong Wu aussi, qui est un compositeur asiatique, chinois, pardon, et qui amène justement, on va dire, l'authenticité de la musique chinoise dans Le Dernier Empereur, et David Byrne, qui est vraiment une figure de la pop. Voilà, de la figure pop, je sais pas si c'est anglais, enfin là, pour le coup, je sais plus. Oui, il est anglais, hein, David Byrne. Je crois qu'ils sont américains, si je ne me trompe pas. Américain, mais bon, dans la pop, bon, c'est un pan culturel que je connais beaucoup moins, mais voilà, et qui, c'est pas le plus intéressant ce qu'il a fait, c'est même assez cliché ce qu'il a fait sur sa partition, enfin sur ses musiques, il a même arrangé le thème de Sakamoto dans une version, ça fait très cliché, mais ça faisait partie un peu on va dire, du projet des producteurs d'avoir ces aspects-là. Et Sakamoto qui compose effectivement son thème qui est absolument magnifique, et sur son tout dernier album, pour le coup, ça je peux le dire parce que je le visualise bien, le Dernier Empereur, qui est devenu un de ses grands hits dans tous ses concerts et dans beaucoup d'albums. La version piano est absolument magnifique, elle est présente sur son album posthume, évidemment. Donc Sakamoto, dans Le Dernier Empereur, c'est intéressant parce qu'il fait complètement différent de Merry Christmas. Il fait du symphonique, même si c'est pas purement du symphonique, à la Bernard Herrmann ou John Williams, ou pour citer plus souvent des compositeurs japonais comme Akira Ifukube, hein, ou ces grands symphonistes au cinéma qu'on peut trouver par ailleurs. Mais ça reste quand même une partition instrumentale avec cette dimension symphonique qui par ailleurs ensuite amène en salle de concert dans des versions symphoniques pures où c'est pour le coup absolument sublime. On a Little Buddha un petit peu après avec toujours Bertolucci et Un thé au Sahara. Ils ont fait 3 films ensemble où on a toujours ce Sakamoto, on va dire un peu plus sage au niveau de la forme, beaucoup plus sage au niveau de la forme, mais là on atteint une dimension de l'identité de la carrière de Sakamoto où on est beaucoup plus dans un symphonisme lyrique, dramatique, vraiment très très marqué. Le thème de Little Buddha, si vraiment vous êtes dans le film, vous prenez ce film, vous avez le thème en fond, c'est à pleurer, c'est vraiment extrêmement beau, c'est très bien pensé, et il n'en fait jamais des tonnes. C'est-à-dire qu'on a toujours ce côté un peu minimaliste derrière, l'économie de mots, l'économie de notes, de pas chercher à en rajouter toujours plus. On est plus du côté de la liste de Schindler que de Jurassic Park, hein, voilà. Quand bien même il y a des très beaux thèmes
très lent et très posé dans Jurassic Park, mais bon, c'est pas la question. Mais oui, on est sur ce Sakamoto-là. Donc c'est intéressant parce que pour revenir à ta question, comment ça cuisine derrière, Sakamoto, on le connaît dans ces années-là à faire beaucoup de musique électronique. Il fait ses premiers albums solo qui sont des albums effectivement pop. Il appelle beaucoup d'artistes du monde d'ailleurs pour faire des collaborations qui sont on va mettre ça dans la pop de manière très générale, musique populaire, musique pour diffuser à la radio, qui sont souvent des chansons d'ailleurs, pas toujours, mais souvent des chansons, où lui-même chante, hein, il chante énormément sur tous ses albums solo. Bon, c'est pas le meilleur des interprètes vocaux, hein, c'est pas un très très bon chanteur, mais il a quand même une particularité, un grain dans la voix qui fait que c'est assez intéressant. Hosono aussi, hein, son camarade de Hello Magic Orchestra, chante énormément, et Takahashi aussi, parce qu'ils font beaucoup d'albums de chansons. Mais c'est vrai que David Bowie, qui était un vrai bon chanteur, qui avait vraiment quelque chose dans la voix, etc. Bon, Sakamoto, c'est pas le meilleur des chanteurs. Et derrière, il va complètement se transfigurer et faire ces partitions-là où il atteint les cimes de l'écriture, et on sent derrière le bagage académique et le gros travail, parce que c'est quand même un gros travailleur, en termes d'orchestration, même si c'est pas toujours un orchestre symphonique, il faut faire attention à ce terme, mais vraiment l'instrumentalisation, j'invente peut-être des mots, mais la manière dont il va agencer les instruments entre eux, les groupes d'instruments entre eux, il écrit pour les cordes, c'est un très très grand compositeur et orchestrateur pour cordes, Sakamoto. Et on a ce travail-là dans Le Dernier Empereur, qui est pour lui une façon de dire, regardez, je sais aussi faire ça. Je peux également vous faire pleurer, si je puis dire, écrire une partition symphonique d'une qualité égale à mes compositeurs contemporains qui sont plus reconnus que lui de prime abord dans le symphonique, où lui, il est reconnu comme un artiste moderne de composition électronique. Non, je peux également faire ça. Et comme je disais, Oscar et grand succès commercial, Le Dernier Empereur, je ne pourrais pas le certifier, je ne suis pas allé vérifier, mais en tout cas, pour la reconnaissance académique, et auprès d'un certain public, qui n'est pas le public qui vont écouter, pas forcément le public qui vont écouter Yellow Magic Orchestra, c'est évidemment pas incompatible. Et en tout cas, avec ce film-là, oui, on est que en 86. Sa carrière, elle a moins de 10 ans. On a une ouverture extraordinaire sur les capacités et sur la sensibilité de Sakamoto dans le champ lexical musical qui est souvent, on l'a vu avec Lalo Schifrin, hein, on est enfermé dans un genre. Jazz, lui c'est jazz, tu veux un compositeur jazz, t'appelles Lalo Schifrin, il te fait une partition de jazz alors qu'il est capable de faire beaucoup plus. C'est ce qu'on disait exactement dans la précédente émission. Et c'est souvent, et c'est très 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 malheureusement souvent le cas des artistes en général, d'être catalogués dans un Sakamoto dès le départ, il court-circuite ça et il est reconnu comme également un grand symphoniste. Et ça change quand même pas mal les choses. Et ça fait partie un peu de sa légende et de son héritage, d'être considéré assez vite comme quelqu'un que vous pouvez appeler pour à peu près tout ce qui est possible de faire en musique, et ce qui va donner tout le reste. Hein. On parlait d'un Théo Sahara ou Little Buddha avec Bertolucci, mais tout le reste, évidemment, il n'a pas fait que ça. Il ne va jamais privilégier l'un ou plus l'autre. On citait des compositeurs plutôt comme Vangelis ou Danny Elfman qui à un moment donné partent pratiquement exclusivement dans le symphonique et délaissent un petit peu le reste. Danny Elfman très récemment est revenu sur ses premiers amours d'une musique rock un peu psychédélique, mais d'autres compositeurs abandonnent totalement ce champ-là pour faire que de la symphonie. Et c'est extrêmement dommage, surtout quand ils ne sont pas les meilleurs dans cet exercice, mais ça c'est un autre débat. Sakamoto, il n'abandonne jamais ça. Il est reconnu comme un symphoniste dès les années 80, c'est un grand nom de la scène électronique, pop, et il va cultiver ça, il va le
comme je le disais plus tôt, continuer à le construire, à le déconstruire, à le reconstruire, pour arriver à une forme qui est une forme absolument incomparable avec le reste de ses contemporains. Ce que fait Sakamoto, c'est du Sakamoto. Mais ce que fait voilà, John Williams, Danny Elfman, ou, je sais pas, Joe Hisaishi, pour reprendre un autre compositeur japonais, ce qu'ils font, les autres le font aussi. Alors ils le font très très bien, c'est des grands compositeurs, mais il n'y a pas de grande particularité à dire que la partition de Danny Elfman sur Spider-Man, de John Williams sur Star Wars, ou de Joe Hisaishi sur le dernier Ghibli, ça transcende les préceptes de la musique symphonique. Non, ils font ce que les autres font, ils le font peut-être mieux, ils le font très bien au demeurant, mais Sakamoto fait du Sakamoto. Il est ailleurs, il est au-delà de tout ça. Et pour revenir donc sur le dernier empereur, cette construction, cette cuisine interne, on le sent quand même très fortement avec cette volonté d'asseoir cette particularité de compositeur pluriel, protéiforme, qui va pouvoir s'adapter un petit peu partout. Et il y a des sonorités électroniques aussi dans le dernier empereur. Donc c'est aussi des passerelles qui sont parfois des passerelles purement économiques, hein, on va pas se mentir, des questions de budget, mais qui permettent une grande adaptabilité, et qui est également l'un des éléments les plus concrètement importants quand on est compositeur, en l'occurrence, où généralement les derniers budgets sont les budgets qu'on attribue à la musique. Donc c'est le peu qui reste, on le met dans la musique. Et le dernier empereur, c'est vraiment une pierre blanche. C'est-à-dire que vraiment, c'est peut-être sa plus belle décomposition. Et c'est au tout début de sa carrière, donc c'est un peu difficile de dire ça comme ça. C'est sa plus belle décomposition, c'était loin derrière. Mais comme il fait que reconstruire et déconstruire tout ce qu'il fait, y compris le thème du dernier empereur, qu'il adapte à toutes les sauces, en concert, en piano 4 mains, en piano solo, avec Alva Noto, avec en trio. Il a fait une tournée en trio avec violoncelle et violon. Vraiment, il adapte tout ça constamment. Il le fait évoluer. Et je pense même qu'il le fait évoluer en composant des parties inédites qui ne sont pas forcément dans les originaux. Là, je parle en général. Donc, il fait évoluer plus au-delà de juste faire des arrangements nouveaux. Voilà. Bon, pardon, je pars un peu dans tous les sens. Mais sur le dernier empereur, effectivement, on a pour lui, la volonté de se dire, ça, c'est ma carte. En 86, on a le Sakamoto complet. Avec le dernier empereur, on a la construction du compositeur et de l'artiste qui est pas définitif, parce qu'il le sera qu'à sa mort, mais qui est à ce moment-là quand même complet. Et ensuite, il est dans ce jeu de construction et de déconstruction. Mais avec le dernier empereur, ça y est, on a atteint la grande maturité. Donc, si on prend les années 80 et les années 90, il ne faut surtout pas confronter ces musiques de films avec ces albums solo. Il y a toujours une continuité. Alors oui, parce qu'en plus de ça, les albums solo, ils sont vraiment... on est vraiment dans des albums... on est vraiment dans des albums qui c'est plus que du pluralisme. On va passer de morceaux hip-hop à des morceaux de tango, à des morceaux traditionnels, évidemment, japonais. Et cette signature-là, de se dire, on passe en quelques années à peine, de Merry Christmas, qui est une composition électro-pop, mais qui donne quand même naissance à un thème absolument fabuleux, qui en plus arrange au piano, et ça devient un des morceaux piano les plus écoutés au monde, que l'on peut presque mettre dans la case classique. C'est pas une composition classique. Et au dernier empereur, et en quelques années, ce pluralisme exacerbé qui part un peu dans toutes les directions, et qui se retrouve sur ces albums qui sont des comme on appelle ça, des pots pourris. Hein. C'est vraiment des pots pourris. Medley. Oui, medley, mais vraiment c'est l'image du pot pourri, quoi. C'est vraiment, on met tout, et ça crée un quelque chose, et ça crée un ensemble, mais cet ensemble, si t'as pas la vision globale, tu le comprends pas.
tu vas prendre un morceau à part, c'est du hip-hop, un autre, il a un morceau qui s'appelle Tango, donc c'est facile, c'est du tango. Il y a un morceau où il commence à faire des sons un peu électroniques, dissonants, et on se dit, mais cet album n'a pas de... il y en a plein des albums comme ça. Il a fait Beauty, il a fait Heartbeat, que j'aime beaucoup, avec lequel il collabore d'ailleurs avec Marco Prince de FFF, qui est un artiste français. D'ailleurs, c'est un morceau de hip-hop. Quand on prend les morceaux de manière isolée, on se dit, il sait pas où il va, il sait pas ce qu'il veut. Mais si vous faites un petit zoom arrière, on a cette logique de pluralité, et on a ce liant qui est un peu dans l'air, mais qui est tout à fait palpable avec Sakamoto, puisqu'il s'affranchit un peu des règles de genre et de sonorité. Mais la démarche artistique derrière, elle est faite d'un vrai coup de pinceau unique, d'un artiste qui pense sa musique comme il a envie de la penser, sans forcément se mettre dans des cases. Donc oui, c'est déterminant. Tout part de là, dans ces quelques années où il passe du coq à l'âne musicalement, mais pour lui, c'est un artiste musical. Hein. C'est pas un compositeur de musique de film ou un compositeur électro, c'est un artiste musical. Et il va s'exprimer, et en fonction de ses rencontres, de ses collaborations, de ses envies, de l'art du moment, et ben ça va donner des choses très variées, très plurielles, très ovni, quoi. C'est un ovni à tous ces niveaux. Comment, dans les années 2000, comment sa musique évolue? Alors, dans les années 2000, il y a, je pense déjà qu'il y a, on arrive à un certain âge. En l'occurrence, Sakamoto, il aborde la quarantaine, la cinquantaine. C'est quelqu'un qui multiplie les collaborations et qui continue d'affiner sa musique par le biais de pas mal, d'ailleurs, de musique de film, où on va lui demander des choses. Évidemment, il accepte toujours les projets. Il sélectionne vraiment les projets. Il ne fait... Alors, il a peut-être sélectionné certains projets pour des raisons économiques à certains moments, mais de ce que j'en sais, de ce que j'ai lu et de ce que l'on peut écouter, on se rend quand même bien compte que quand il sélectionne un film, c'est pas par hasard. Vraiment, il doit être en phase avec ce qu'on lui demande, avec l'histoire, et pas juste parce qu'il a une grande capacité à faire une musique symphonique et il va faire quelque chose de très joli, de très consonant, ça va plaire à tout le monde, on va vendre des albums. Il n'est pas dans cette démarche-là. Donc, à l'orée des années 2000, il a déjà fait pas mal d'albums où il a collaboré avec pas mal de monde. On citait plutôt l'album Beauty. Moi, c'est un album que j'aime vraiment énormément. Il a travaillé notamment avec Youssou N'Dour, notamment sur une composition que moi je prenais pendant longtemps, très longtemps, une composition traditionnelle africaine. Et en fait non, c'est une composition de Sakamoto, où Youssou N'Dour pose sa voix, où il écrit les paroles. Donc là, on est déjà dans les années 90, enfin fin des années 80, début des années 90, et on a cette construction très identitaire, même si musicalement on passe encore une fois du coq à l'âne en fonction des albums. On revient donc à ce côté chercheur. C'est-à-dire qu'au début, Sakamoto voulait être vraiment un chercheur en ethnomusicologie, donc ethnomusicologue. En fait, c'est ce qu'il est devenu par le biais de sa carrière musicale. Il est devenu, très concrètement, un ethnomusicologue qui fait des albums qui comportent une certaine dimension pop, qui lui permettent d'être programmés à la radio, à faire régulièrement des concerts un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis et au Japon, mais aussi beaucoup aux États-Unis. Il est énormément programmé sur les radios anglo-saxonnes. Moi, quand j'étais ado, j'écoutais certaines radios et ça passait parfois le morceau du moment de Sakamoto sur certaines semaines où les albums sortaient. Donc c'est quelque chose que j'entendais. Il avait des labels, les albums sortaient officiellement dans tous les pays du monde, etc. Mais il n'a jamais perdu sur aucun de ses albums cette dimension. J'étudie la musique, je recherche, j'expérimente,
et je rends compte de mes recherches sous forme de morceaux produits sur mes albums que le grand public va pouvoir acheter, écouter à la radio, etc. etc. C'est devenu un ethnomusicologue, et en même temps, ça reste un compositeur pop, ça reste un compositeur de musique de film, et il commence à bien explorer quelque chose qui va devenir une obsession dans les dernières décennies, à partir des années 2000, c'est le piano, qui a toujours été présent, parce qu'on entend même des passages au piano pur dans des compositions de Yellow Magic Orchestra très électro, où à un moment donné on entend clairement le piano qui est vraiment la signature de Sakamoto dans ces moments-là. Et quand il est très jeune d'ailleurs avec sa femme, il y a une vidéo archive qu'on trouve facilement sur internet où il joue le piano 4 mains d'un morceau de Yellow Magic Orchestra qui s'appelle Tongpo. Donc c'est un morceau électro, mais ce morceau Tongpo, il le joue vraiment au piano 4 mains, donc il y a cette image assez magnifique avec sa femme. En plus, c'est un morceau assez virtuose, il est vraiment difficile à jouer. Et à la fin des années 90, il sort cet album piano absolument magnifique qui s'appelle BTTB, Back to the Basics, qui est un album piano pur, mais sur certains morceaux, on a un peu cette hybridation musique électronique, mais pas pop, musique électronique. Comment je pourrais qualifier ça? Musique électronique minimaliste qui s'intègre parfaitement avec le côté très classique et très dépouillé du piano. Et cet album piano qui est une nouvelle pierre blanche à la carrière de Sakamoto, ce sera le premier d'une longue série où il va beaucoup plus se retrouver derrière le piano, seul ou accompagné de quelques musiciens parfois. Et parfois, de plus en plus, dès le début des années 2000, justement, avec le fameux Alvan Otto, compositeur, artiste électronique allemand, qui fait des petites sonorités, c'est vraiment des petits clips, des petits pop, des glitches. On est sur de la musique électronique très, très minimaliste, où on va beaucoup jouer sur la spatialisation, sur les hauteurs de notes, sur les rythmiques, et sur le côté aussi asynchrone. Sur la fin de sa carrière et de sa vie, Sakamoto sort un album qui porte ce nom, Async pour asynchrone. Donc on peut considérer que cette musique parfois n'est pas juste, ou comporte des fausses notes, ou comporte entre guillemets des erreurs de rythme, mais tout ça c'est pensé pour amener la musique au-delà. Parce que c'est aussi ça la création musicale, c'est pas juste rester dans des formules tonales que tout le monde apprécie et qu'il est plus sage de faire, parce que sinon les gens comprennent pas et du coup les gens zappent et vont écouter autre chose. Non, lui, la création musicale ne doit pas rester dans ce carcan et dans ce standard, donc il va au-delà. Donc les années 2000 signent, on va dire, en partie la fin du Sakamoto pop, pour un Sakamoto qui va de plus en plus intégrer une dimension autre. Et cette dimension haute, c'est un peu dur de lui donner un terme précis, parce généralement on oppose la musique pop, donc populaire, pas juste la pop pas le pop de pop rock, le pop de populaire, musique populaire, donc toutes les musiques en fait, que ça soit le hip-hop, la pop, le rock, la folk, etc. Musique populaire. On l'oppose généralement avec ce qu'on va appeler la musique savante. C'est un peu, c'est pas toujours bien reçu, et puis c'est parfois un peu difficile à défendre, parce que parfois il y a beaucoup de passerelles entre la pop et la musique savante, ce que fait par exemple David Bowie. Et ce nouveau Sakamoto qui va prendre de plus en plus de place au cours des années 2000, c'est un Sakamoto qui au fur et à mesure n'accepte plus de projets purement commerciaux, notamment au cinéma. On sait qu'il a des grosses propositions, pas forcément grosses au sens, on va pas lui demander de faire la musique de Spider-Man, voilà, mais il a des propositions importantes à Hollywood. Il en fait quelques-unes. Il fait un film avec Brian De Palma, il fait The Revenant avec Leonardo DiCaprio, mais pour le coup, il choisit le film. On voit pourquoi il choisit ce film-là. Mais il part dans cette direction où on atteint une dimension presque du sage, le cliché du sage sur sa montagne,
tu sais, le cliché asiatique qu'on a d'ailleurs dans Les Chevaliers du Zodiaque, vous avez le sage sur sa montagne qui a les jambes croisées et qui réfléchit au sens de la vie et qui ensuite va te dire 3 mots. Et ces 3 mots, ça forme un haïku, hein, c'est le poème japonais où le but, c'est d'essentialiser ce qu'on observe et ce que l'on voit pour en tirer l'essence, pour le coup, avec le moins de mots possible, mais que dans ce moindre de mots, on a fait contenir toute une pensée potentiellement ancestrale. Donc, de manière un peu cliché, de manière très 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 imagée, Sakamoto devient un peu ce sage sur la montagne qui va observer les choses, et que quand il va s'exprimer, il va le faire avec très peu de mots et très peu de notes. Et ça change considérablement du début de sa carrière de Yellow Magic Orchestra. Et là, on se dit, mais où est le liant? Mais en fait, il faut écouter tous les albums et toute la production sur ces 50 ans de carrière pour comprendre qu'il y a quand même un liant, il y a quand même quelque chose qui se passe entre les deux. On passe pas des morceaux de Technopolis qui compose pour Yellow Magic Orchestra, qui est un morceau de rêve party pratiquement, à Opus avec un morceau qui s'appelle Solitude, où vraiment c'est un peu déprimant, d'autant plus que c'est un album qu'on découvre quand il est décédé. Donc waouh, il y a une logique entre ces deux-là, entre ces deux réalités de la carrière de Sakamoto. Si je ne me trompe pas, au début de l'émission, tu parlais de l'album Opus, et je crois que tu disais que dans cet album, on entendait même sa respiration, c'est bien ça? Ah ouais, ça c'est très perturbant. Il sort un album piano en 2020 qui s'appelle Playing the Piano 2020. Bon, c'est des albums qui s'appellent Playing the Piano avec Sakamoto, c'est un peu confusant, il y en a plusieurs. Parce que même dans le titre de ces albums, ou même dans les pochettes de ces albums, il cherche pas... il se cherche un peu, littéralement, dans les années 80, 90, il y a des pochettes d'albums un peu bizarres. Mais au fur et à mesure, il finit par même aborder cette dimension minimaliste, y compris dans le titre des albums, etc. Donc il y a plusieurs albums Playing the Piano. Il y en a un qui est, pour moi, peut-être son plus grand aboutissement, c'est cet album qui s'appelle Playing the Piano de 2020. Après, il y a cet album piano sorti à titre posthume cette année, hein, d'ailleurs, qui s'appelle Opus, qui est également un album piano. Mais l'album de piano, Playing the Piano 2020, c'est un album qui est relativement standard. C'est-à-dire que vous l'écoutez, c'est un album piano qui est magnifique, c'est Sakamoto au terme de plus de 40 ans de carrière qui aboutit à ça. C'est un album en soi, c'est un chef-d'œuvre, il y a des compositions nouvelles, il y a beaucoup de compositions reprises qui continuent à faire évoluer. Et on a cet album Opus, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire après Playing the Piano, qui est un album absolument abouti, avec Opus, qui est aussi un album piano, où il reprend beaucoup de morceaux de l'album Playing the Piano. Moi, au début, j'étais déçu quand j'ai vu la setlist de l'album Opus. Il a fait des vidéos qui ont été diffusées il y a son dernier concert quelques mois avant qu'il décède, où il joue les morceaux de l'album Opus. Il est très malade, on sait qu'il est très diminué, ça se voit même physiquement, c'est triste, quoi. Mais quand l'album sort, oui, c'est un album qu'il a interprété quand il était très malade. Donc il y a dans sa ligne de vie d'homme et de compositeur et d'artiste, c'est un album qui a une vraie valeur au-delà de la musique. Mais quand bien même, je me suis dit que la setlist, pardon, c'est un terme de concert, la tracklist de l'album est quand même très proche de la tracklist de l'album sorti 4-5 ans plus tôt. Pourquoi il n'y a pas plus de musique inédite, quitte à faire un nouvel album, même posthume? C'est un peu curieux tout ça. Et quand on écoute l'album, là c'est un choc. C'est un choc émotionnel fort. Écoutez l'album avec un casque, mais même sans casque, vous l'entendez. On entend très fortement la pédale. Donc clairement, ils ont mis un micro plus proche de la pédale que l'on fait habituellement. On entend énormément la pédale. Quand on appuie sur la pédale du piano, en fait, ça actionne un mécanisme et on entend une sonorité de toutes les cordes à la fois. Ça porte peut-être un nom, je ne sais pas. Ça, on l'entend vraiment dans l'album. C'est rare qu'on l'entende dans les albums piano. Généralement, c'est un son qu'on essaie d'enlever, d'éviter en enregistrement.
On entend beaucoup les notes, on entend Sakamoto appuyer sur les notes du piano, ça c'est pas inédit, mais là on l'entend vraiment très fort. Et surtout, on entend sa respiration. Sa respiration est très forte et très lourde. Et là, je me suis posé la question. J'en ai parlé avec des amis pianistes. Je travaille avec beaucoup de pianistes qui sont également, pour certains, également passionnés de la musique de Sakamoto. Et on s'est vraiment interrogé. Pourquoi cet album? Alors déjà, quand on compare les musiques de l'album piano de 2020 avec l'album Opus, quand on compare les morceaux communs aux deux albums, on se rend compte qu'il a encore fait évoluer les morceaux de manière extrêmement subtile. Et là, il y a quelque chose. Il dit encore quelque chose entre très peu d'années sur des morceaux qui sont globalement les mêmes, mais où il va... il y a un morceau notamment qui s'appelle Andata. Il y a des accords de fin en accords plaqués. Dans l'album de 2020, il laisse le son, il laisse la note tenue avec la pédale entre les accords. Alors il faut l'écouter pour comprendre ce que je dis ici. Voilà. Et dans Opus, il relève le pied. La note n'est plus tenue. C'est-à-dire qu'entre ces accords plaqués qui forment la fin du morceau, il laisse le silence s'installer entre les accords. Il y a un silence. Alors, il y a les deux morceaux, il y a les deux versions. Il y a une version où la note est tendue, où il y a un liant, où le morceau il est joli. Et il y a une autre version où il rajoute des silences, où on entend sa respiration. Enfin, tout ça, ça n'a pas été fait au hasard. Il y a une vraie volonté de dire, et moi j'essaie de le dire et j'essaie de le penser de manière un peu poétique, parce que finalement, Sakamoto, c'était aussi un poète, évidemment, en musique. Mais je me dis qu'à ce moment-là, Sakamoto se fond et disparaît dans le piano. On entend les sons du piano, on entend sa respiration, et quand le son du piano s'évapore, quand les notes s'arrêtent de résonner, le son part, on ne sait pas où le son part. C'est quelque chose que Sakamoto d'ailleurs a beaucoup dit en interview, où il essayait de comprendre où le son partait. Qu'est-ce que le silence, de quoi le silence est fait? Quand on joue une note et qu'on arrête de jouer cette note, à quel moment commence le silence? À quel moment la note s'arrête vraiment? Est-ce qu'elle s'arrête quelque part? Est-ce que le silence, c'est impossible d'avoir du silence en fait, hein, le silence n'existe pas en soi. Mais toutes ces questions-là sont des questions presque plus philosophiques que musicales. Dans son dernier album, Opus, effectivement, Sakamoto, de par sa respiration, on sait qu'il a enregistré cet album en phase terminale de cancer, donc il devait très certainement souffrir. Je crois qu'il a enregistré un morceau par jour. Vous ne pouvez pas faire plus. Faut 1 ou 2 morceaux par jour. Il faut revérifier la formation. C'est quand même balèze. C'est que ça reste quand même, pour le néophyte que je suis, je trouve que c'est quand même c'est pas du tout des morceaux virtuoses, donc il aurait pu, en étant parfaitement en forme et pas malade, enregistrer. On fait pas beaucoup de morceaux par jour quand on est en studio, etc. Mais il pouvait en faire 3, 4, 5, 6 par jour, facile. C'est pas des morceaux difficiles à jouer. En plus, c'est des morceaux qu'il avait enregistrés auparavant dans d'autres albums, etc. Même s'il les fait évoluer. Non, il faisait 1 ou 2 morceaux par jour. Il devait très certainement souffrir, beaucoup. On a tous connu des gens qui ont eu le cancer. Bon, voilà, c'est pas drôle, c'est évidemment un sujet entier et qui est un autre sujet par ailleurs, mais pas totalement, parce que là, effectivement, il met en scène son ressenti et on l'entend. Car que la respiration, elle est vraiment dérangeante. Pas au sens il gâche l'album. Ça interpelle, on l'entend. Ça fait partie de la musique. Sakamoto devient le piano, en quelque sorte, ou le piano devient Sakamoto. Il y a une fusion à ce moment-là. Cet album, ça représente toute la carrière de Sakamoto, ça représente tout ce que Sakamoto a été et est à ce moment-là de l'enregistrement, et il était absolument interdit, si je puis dire, de ne pas faire entendre sa respiration, ou son jeu au pédale, ou ses doigts sur les notes qu'on entend vraiment. Ça fait partie du
de son œuvre finale, qu'il appelle Opus. C'est juste extraordinaire. Là. Opus, c'est le nom d'un morceau qu'il a composé à la fin des années 90, et c'est un morceau qui fait partie de l'album, mais l'album s'appelle Opus. C'est comme s'il n'y avait plus rien, et que et cet album sort à titre posthume. Je pense également que ça a été, dès le départ, pensé comme ça, parce qu'il savait que la fin était proche. Et il sort longtemps après, hein, l'album. Hein. L'album, il sort cette année, il est mort il y a 2 ans, plus de 2 ans. Sakamoto est devenu le piano. Il a disparu. On ne sait pas où il est. Il a disparu avec le son. Le son part quelque part, on ne sait pas où il va. Il y a un terme en japonais qui s'appelle kamikakushi. Moi, je l'aime beaucoup, ce terme. Kamikakushi, c'est un mot valise. Kami, c'est Dieu, et kakushi, c'est caché. C'est quelque chose qui revient très souvent dans la culture japonaise, et également dans la culture moderne et populaire, au cinéma, etc. C'est les dieux qui sont un petit peu facétieux et qui vont cacher des choses aux vivants. Et c'est un terme qu'on utilise aussi beaucoup pour les disparitions un petit peu mystérieuses. C'est souvent quelque chose qu'on a en fiction et dans la littérature classique japonaise, où quelqu'un il va vouloir affronter les dieux, il va disparaître dans la forêt, et on va jamais le retrouver. Et là, c'est le kamikakushi, c'est les dieux qui l'ont dérobé, qui l'ont caché aux yeux du monde. Et ce personnage va devenir légendaire, va devenir un mythe. Et moi, j'aime cette idée avec Sakamoto sur Opus. Sakamoto est décédé. Beaucoup plus tard, on a cet album qu'on n'avait pas eu avant, de son vivant. Et là, on a des morceaux piano qui sont enregistrés avec le bruit ambiant, sa respiration. Et je trouve que c'est beau, quelque part, d'avoir fait ça, d'avoir osé le faire. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui n'est pas fan spécialement de Sakamoto, qui n'est pas forcément touché par sa ligne de vie et par ce qu'il a été en tant que compositeur, tu écoutes cet album, tu préfères écouter un autre album où tu vas pas entendre la respiration, etc. Tu veux écouter les compositions que tu aimes. Et c'est là où j'ai compris pourquoi il a repris autant de morceaux qui existaient déjà dans d'autres albums, même s'il y a des morceaux inédits. Parce que, quelque part, il a voulu amener cet aspect de fusion parfaite entre Sakamoto et le piano sur des morceaux qui n'avaient pas cette fusion auparavant. Donc ces morceaux finalement n'étaient pas complets. Tu vois ce que je veux dire? Quand bien même sur le précédent album Playing the Piano 2020, on a des albums qui sont entre guillemets mieux enregistrés, qui sont plus agréables à écouter comme ça. C'est un album que je continue à écouter énormément, c'est un de mes albums préférés pour le coup. Mais quand j'écoute Opus, je vais être dans un autre état d'esprit. Je vais pas l'écouter avec le même sentiment. Je vais pas recevoir la même information, même si les morceaux sont pratiquement identiques. Et ça, finalement, ça reflète tout ce que Sakamoto a été, je pense. De penser sa musique au-delà de la musique. Il y a plein de choses qu'on n'a pas dites. Il a créé énormément d'installations pour des expositions où il met en scène la musique, le son. Il y avait une exposition au Japon que j'ai vue en janvier dernier qui s'appelait, alors je ne me rappelle plus du titre, je suis désolé, qui s'appelait Écouter le silence. Voilà, ce genre de choses. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours mis en perspective dans sa carrière, dans sa vie et dans sa réflexion artistique au quotidien une pensée philosophique et même morale au-delà de juste la composition, de faire un bel album et d'avoir un bel album à mettre dans les bacs. Par exemple, il a extrait un piano qui était englouti pendant des années après la catastrophe de Fukushima. Et cet album, il l'a utilisé sur des albums, notamment l'album Async, que j'ai cité un peu plus tôt, qui est un album de collage. Voilà, il enregistre des sons, il fait à un moment donné, il s'enregistre, il marche dans la forêt. On a les bruits de pas, donc il modifie tout ça, et c'est des morceaux, on ne sait pas trop où on se situe. Est-ce que c'est de la musique? Qu'est-ce que c'est exactement? Et ce piano est désaccordé, parce qu'il a passé un temps, il a passé plusieurs années sous l'eau. Le piano, on le voit dans les expositions, et désormais il est exposé, mais il a utilisé ce piano, évidemment sans le réparer, sinon ça n'aurait pas eu de sens. Et il disait que le piano avait été accordé par la nature, ce qui est une belle formule jolie dit comme ça, mais
ça dit aussi quelque chose sur sa volonté. Et quand il compose un morceau simple sur ce piano, le tout commun pourrait dire bon, c'est un morceau qui est assez simple. Il y a pas de, il transcende pas la musique, il transcende pas la composition, il n'apporte pas grand chose à la musique au premier abord, mais tout ce qu'il y a derrière, toute la signification de l'avoir fait sur un piano immergé des années suite à une catastrophe nucléaire dont il est comment dire, un opposant farouche, tout ça, ça a une valeur. Et cette valeur se retrouve cristallisée dans cet album Opus, qui est un album que je ne conseille pas du tout, d'accord ? Je ne vous conseille pas d'aller écouter Opus par curiosité par rapport à ce que j'ai dit, oui, mais ne l'écoutez pas de but en blanc si vous ne connaissez pas Sakamoto, parce que vous n'allez pas comprendre l'album, et c'est pas que vous êtes moins intelligent qu'un autre. Mais il y a cette construction, et cette construction est une cristallisation de quelque chose qui doit se comprendre dans l'ensemble de la carrière de Sakamoto, et comment il en arrive là, à faire cet album, avec des compositions ultra dépouillées, où vraiment, musicalement, on n'est pas sur des choses qui vont transcender votre perception des choses. Mais quand vous avez tout ce cheminement, avec cette construction et ces va-et-vient constants sur sa musique, il déconstruit, il reconstruit, il collabore avec des personnes, il crée des expositions, des installations pour des expositions. Il y a une installation, elle est extraordinaire, on a le bruit des baleines, et on se balade sous des carrés de verrières qui envoient de la lumière au sol, et quand on passe, on a des cris de baleines, et c'est spatialisé. C'est incroyable tout ce qu'il a fait dans sa carrière, ce type de choses qui l'obnubilait, quoi. Il avait des obsessions. Et on arrive à cet album Opus, qui est la consécration. Donc, découvrez Sakamoto, et à la fin, écoutez Opus au casque, sans vous retourner, sans faire la vaisselle en même temps. Et là, vous allez prendre quelque chose dans la tronche, et vous allez peut-être avoir du mal à vous relever, comme j'ai eu du mal à me relever. On pourrait en dire davantage. On va s'arrêter là. Mais en tout cas, 1h34, vraiment jubilatoire. Merci beaucoup, Romain. Je suis encore. Je t'en prie. Oui. Je t'en prie. Non, mais merci beaucoup pour ton invitation. Et puis, j'ai conscience que parler sur ces sujets-là, on part dans des digressions, et je me suis senti parfois pas toujours très clair. Mais je parle avec passion, et puis j'invite les gens à découvrir, parce que finalement, c'est le meilleur moyen. Et puis, c'est pas très difficile. On peut écouter en streaming tout ça, pas mal de choses vieilles, pointues. Aujourd'hui, c'est quand même assez facile, et ça prendra plus de sens. Évidemment, on aurait pu parler de sa carrière cinéma mieux que ça. On est sur Microciné, mais ça aurait été un peu trop facile. Voilà. Les miroirs se souviennent, comme disait Jean Cocteau. Ryuichi Sakamoto, vous pouvez l'écouter, comme disait Romain, sur des plateformes de streaming, mais aussi en CD, en vinyle très certainement. En tout cas, il y a plusieurs possibilités de l'écouter, de le voir, et de l'écouter aussi à travers les nombreux films dont il a composé la musique. Je rappelle, Romain a une chaîne YouTube qui s'appelle MacGuffin Maker. Vous avez toutes les informations dans le descriptif. C'était vraiment un grand plaisir de t'écouter. Je te disais hors caméra, je ne suis pas un fin connaisseur de l'œuvre de Sakamoto, à part quelques morceaux et encore. Donc là, pour le coup, c'était une oreille extrêmement attentive. Merci beaucoup à toi, Romain. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.